Voilà, bonjour à tous et à toutes et merci de me donner l'opportunité de m'adresser à vous pour ce 1er mai qui se place évidemment dans un contexte très particulier. Un 1er mai confiné, un 1er mai qui introduit au fond une année qui sera tout à fait décisive pour la reconstruction d'une économie qui est à terre à la suite de cette pandémie du Covid-19. Une économie à terre qu'il va falloir reconstruire et dans laquelle les États vont investir des sommes considérables pour remettre sur pied la machine économique. Dans l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement va investir 200 milliards d'euros pour soutenir les entreprises par des prêts. Les États vont aider les entreprises à travers des aides d'État qui sont estimées de l'ordre de 2400 milliards d'euros on va avoir un fonds européen de relance de l'économie probablement autour de 1500 milliards d'euros dont les conditions sont encore négociées entre les États membres. Ce sont des chiffres tout à fait considérables qui montrent l'enjeu de la réflexion qui aujourd'hui se développe autour de savoir à quoi va ressembler le monde d'après. Et dans ce contexte-là, je voudrais vous lancer un message très, très simple et très clair, c'est que il est urgent de tordre le cou à ce canard qu'il y aurait un choix à faire entre d'un côté une économie plus verte, plus durable, circulaire, qui respecte les limites planétaires, ou bien de l'autre côté une économie qui soit au service de la justice sociale, des ménages les plus précarisés, des travailleurs et travailleuses qui ont le plus de difficultés à boucler leur fin de mois. Ces deux combats sont absolument convergents. Et il est très dangereux de les séparer et de ne pas les considérer ensemble parce que cela divise au fond le monde progressiste et cela empêche de nouer des alliances qui sont pourtant plus indispensables que jamais pour redéfinir les termes de notre contrat social. Alors, évidemment, il y a un récit qui, depuis des années, hante un petit peu les discours des politiques, c'est qu'il faudrait faire un choix entre ces deux ambitions, celle de la transition écologique d'une part et celle de la justice sociale et la réduction de la pauvreté d'autre part. Et ce discours est un discours trompeur, intellectuellement faux, mais qui repose au fond sur deux idées. La première idée, c'est que l'argent que l'on investirait dans la transition écologique, c'est de l'argent qu'on n'aurait pas pour soutenir les salaires des travailleurs et travailleuses ou pour injecter de l'argent dans la sécurité sociale, euh, alors pourtant que l'argent qu'on investit dans la transition écologique peut avoir un effet multiplicateur considérable, notamment pour améliorer la situation des travailleurs et travailleuses, des ménages les plus précaires et de celles et ceux qui sont exclus du travail et qui en cherchent. À l'échelle mondiale, l'OIT estime que les États qui investissent dans la transition écologique pour se mettre en ordre avec l'objectif qu'ils se sont fixés dans l'accord de Paris de décembre 2015, ne pas tolérer une augmentation de la température moyenne de la planète de plus de 2 degrés centigrades, que les États qui font cela vont dégager un potentiel de création d'emplois net de 18 millions d'emplois. On va perdre certes des emplois dans certains secteurs particulièrement intenses en carbone, à peu près 6 millions à l'échelle mondiale, mais on va gagner 24 millions d'emplois. Dans les énergies renouvelables, par exemple, qui sont beaucoup plus intensives en main-d'œuvre que les énergies fossiles, dans tout le secteur de l'économie circulaire, le recyclage des déchets, la réparation, etc., dans le développement de l'économie de la fonctionnalité, avec un développement des services qui va accompagner la transition écologique, et dans évidemment la rénovation des bâtiments et dans tout l'investissement qu'il faudra faire pour que l'on aille vers des bâtiments passifs ou au moins dont le bilan énergétique soit amélioré. Et donc il y a un potentiel considérable de création d'emplois dans la transition écologique, notamment des emplois pour des personnes relativement faiblement qualifiées. Alors c'est vrai qu'il y a des emplois qui vont être perdus et on estime dans l'Union européenne que jusqu'à 24 millions d'emplois pourraient souffrir de la transition écologique, mais pourvu qu'il y ait des plans de reconversion, pourvu qu'il y ait des formations qui soient données aux travailleurs et travailleuses qui subissent l'impact de ces transitions, il est possible d'y voir une opportunité. Alors,
il y a une deuxième raison pour laquelle cette opposition entre le développement durable d'une part et la lutte contre la pauvreté et pour la justice sociale sont parfois vus comme des combats séparés, euh, c'est que depuis les Trente Glorieuses, l'on raisonne toujours comme si la croissance économique devait être la réponse à tous nos problèmes. Et c'est vrai que dans les années 1945 au milieu des années 1970, c'était ce raisonnement-là qui prévalait. L'idée était simple, on augmente la quantité de richesses produites par la croissance économique et un tiers va aller aux États sous forme d'impôts permettant de financer les services publics, un tiers va aux entreprises, les profits qui vont aux actionnaires, un tiers va aux travailleurs et travailleuses dans le contexte d'un compromis dit fordiste hein, qui répartissait entre ces trois acteurs les fruits de la croissance. C'était le langage que l'on utilisait à l'époque. Cette manière de concevoir le développement qui, au fond, consiste à dire on va faire croître l'économie et puis compenser les dommages environnementaux et réduire les inégalités par des politiques redistributives et une amélioration des salaires, cette manière de concevoir le développement n'est plus tenable aujourd'hui. D'abord parce que la croissance qu'on a connue par le passé n'est plus imaginable aujourd'hui. On a beau la rechercher à tout prix, à travers y compris des accords commerciaux et l'encouragement à l'investissement privé, elle n'est plus au rendez-vous et on ne renouera plus jamais avec les niveaux de croissance qui caractérisaient les années d'après-guerre. Mais deuxièmement et surtout parce que la croissance économique a des impacts écologiques considérables qu'on ne peut plus se permettre d'ignorer. Et d'ailleurs, la jeune génération, celle aujourd'hui qui manifeste dans les rues pour que l'on prête davantage d'attention à l'urgence écologique, ne tolérerait pas que l'on mette en avant comme solution prioritaire l'augmentation de la croissance du PIB comme réponse à tous nos problèmes. Donc que faut-il faire? Eh bien, il faut mettre l'accent sur la réduction des inégalités. Et je voudrais souligner qu'il y a au fond 4 raisons de mettre la réduction des inégalités au cœur d'un programme de transition écologique. La première raison, c'est que réduire les inégalités, c'est réduire ce qu'on appelle la consommation ostentatoire dans la société, la consommation dictée par le souci de chacun d'imiter les modes de consommation complètement insoutenables des segments les plus riches de la société, et donc c'est une manière d'aller vers une consommation plus raisonnable. Deuxièmement, les inégalités expliquent qu'il faille beaucoup de croissance économique pour réduire la pauvreté. Tout simplement parce que dans une société très inégalitaire, il faut beaucoup de création de richesses pour que les ménages les plus précarisés, les personnes dans la grande pauvreté, en bénéficient. Au contraire, si on a une société beaucoup plus égalitaire, toute croissance de la richesse va leur bénéficier en priorité, et donc la tension est bien moindre entre le souci d'un développement durable qui respecte les limites planétaires d'une part et un souci de réduction de la pauvreté d'autre part. Troisièmement, les sociétés inégalitaires sont des sociétés qui n'encouragent pas la participation politique et civique. Les gens se détournent de la vie publique, associative, syndicale et politique. Et du coup, la décision politique est monopolisée par les élites économiques et les grands acteurs qui veulent surtout défendre le statu quo. Dans une société plus égalitaire, au contraire, on encourage la participation civique. Il y a beaucoup d'études qui montrent cette corrélation. Et par conséquent, une société égalitaire est beaucoup mieux outillée pour se transformer et pour changer de cap de manière à aller vers un développement plus durable. Enfin, quatrième raison pour laquelle la lutte contre les inégalités doit être au cœur du combat pour la transition écologique, c'est que dans une société plus égalitaire, il est plus facile d'encourager des comportements responsables, pro-sociaux, pro-environnementaux, parce que la transition écologique ne sera acceptée par les populations et ne permettra à chacun d'être acteur que si les sacrifices sont équitablement répartis et si on se sent au fond solidaire de cette transformation de la société dans son ensemble. Et donc, voilà autant de raisons de dire que transition écologique et justice sociale
sont au fond un même et unique combat. Et qu'il ne faut pas diviser le camp progressiste entre euh, les partisans euh, de- d'une croissance verte durable qui respecte les limites planétaires d'un côté et celles et ceux qui mettent en avant la nécessité euh, de renforcer les droits sociaux, l'état social et les droits des travailleurs et travailleuses de l'autre, ce sont des combats qui doivent absolument aujourd'hui euh, être vus comme complémentaires, ils doivent se fertiliser mutuellement et il faut former une alliance qui permette à ces deux combats de se rejoindre pour construire, dans ce moment tellement décisif, une société sur un paradigme de développement différent. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un excellent 1er mai.